15 janvier 2016, 15 janvier 2017, un anniversaire douloureux pour le Burkina Faso, frappé de plein cœur par les terroristes. L'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou a été théâtre d'une attaque qui a fait une trentaine de morts et de nombreux blessés. Une autre attaque fait 2 morts à Tinakov dans le Sahel un an après, on se souvient toujours. À suivre également dans ce journal les principales conclusions du 27e sommet Afrique-France. À Bamako, les chefs d'État et de gouvernement africains et français ont surtout parlé paix et émergence en Afrique. Le président du Faso a pris part aux travaux de la conférence. Bonjour à tous et bienvenue aux actualités de la mi-journée de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à ceux qui sont à table. C'était l'horreur au Burkina Faso il y a un an, jour pour jour, des attaques terroristes sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou et à Tinakov dans le Sahel fait au total une trentaine de morts. Le même jour, le couple Elliott est enlevé à Djibo. Retour sur cette journée noire avec Frédéric Etienne Bassenga. Il est 19h sur l'avenue Kwame Nkrumah. Nous sommes le 15 janvier 2016. Voilà, ça, splendide en feu. Actuellement, ils sont à Cappuccino. Un commando djihadiste prend d'assaut le restaurant Le Cappuccino, le bar Le Taxi Brousse et l'hôtel Splendide. Sur ces images amateurs prises à quelques pas du lieu de l'attaque, ces silhouettes que vous voyez près de véhicules en flammes sont celles des djihadistes. L'un d'entre eux porte un turban avec une kalachnikov à la main. Il venait de faire un carnage dans le Cappuccino. Encerclé par les forces de l'ordre et de sécurité, il se replie dans l'hôtel Splendide. Acculé, le commando réussit à quitter le bâtiment par la suite pour se camoufler dans le bar voisin, le Taxi Brousse. Pendant ce temps, les militaires continuent de quadriller la zone et pour s'assurer qu'ils ne laissent rien derrière eux, ils progressent lentement. Ils sont accompagnés par les soldats français et américains dans cette opération. Il faudra attendre le lever du jour pour que l'assaut final soit lancé. Après plusieurs échanges de tirs, 3 djihadistes sont abattus. Le décompte final est macabre. 30 personnes sont tuées et sont de plusieurs nationalités. L'attaque est très vite revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un vendredi noir pour les Burkinabés, d'autant plus que dans la matinée à Djibo, le couple Elliott était enlevé, toujours par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dans la même région, le même jour à Tinakov, dans la province de l'Oudalan, un gendarme et un civil étaient également tués par des individus non identifiés. Cappuccino, Taxi Brousse, l'hôtel Splendide ont été durement touchés par ces attaques, mais les dommages collatéraux de la tragédie ont touché pratiquement tous les commerces situés sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Adama Nyampa est de ceux-là qui peinent à retrouver leur marque un an après Konsoun Koulibaly et Mounira Kéré lui ont tendu leur micro. Adama Nyampa montre les impacts des balles sur sa boutique. Vous voyez, tout chercher des balles, tout chercher des balles, tout chercher des balles, tout chercher des balles. Le 15 janvier 2016, il a vécu toute la macabre scène en direct. J'ai vu seulement ils ont déboutonné leur manteau et attrapé les fusils, commencé à tirer. C'est lui donc qui est devant l'hôtel, il a embraqué sur les 4x4 là, tiré. Les deux ils ont fini de tirer Cappuccino, ils ont d'abord marché ailleurs, comme ça. Marché ailleurs jusqu'à quand ils ont venu, ils ont passé devant, c'est lui donc qui était arrêté. Quand il a mis feu au 4x4 là, il a arrêté, il regardait de gauche, de droite, de gauche, de droite.
À l'époque, sa boutique d'objets d'art lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Depuis l'attentat, ses affaires ont été durement éprouvées. Sinon, après l'attaque, vraiment, ça ne va pas. Je dormais même ici. Pour avoir l'échange, même aller chez moi, je dormais même ici. Prendre l'attaque, vraiment, ça ne va pas. Bon, j'avais une voiture, j'ai fait l'occasion à l'hôtel. Même, voilà, ma voiture, tout est crevé, l'autre côté là-bas, avec des balles. Bon, j'ai laissé ça, c'est à cause de ça que j'ai commencé à faire ça pour pouvoir nourrir mes familles. Malgré sa situation, Adama Nyampa n'a pas baissé les bras. Il continue de se battre pour sa famille et pour sa nation, tout en espérant que plus jamais le Burkina ne vivra de tels événements. Les rescapés de cette journée sanglante à Ouagadougou ont toujours en mémoire l'horreur qu'ils ont vécue. Ce sont des hommes psychologiquement touchés que nous avons rencontrés. Ils s'expriment sur un ton mélancolique, les larmes aux yeux. Roger Kam, Maïmouna Traoré ont recueilli quelques témoignages. C'est un vide qui est en nous. Le souvenir est amer. Une année après l'attaque terroriste sur l'avenue Kwame Nkrumah, les rescapés vivent la douleur encore dans l'âme. Ce qui s'est passé, c'est moi seul qui sais. Je peux beau parler ici, m'exprimer comme je veux, mais c'est moi seul qui sais ce qui s'est passé. Quand je commence pas à raconter ça, Parti pour un rendez-vous d'affaires ce jour-là au restaurant Cappuccino, Jérémy Bangou a vécu les événements comme un rêve. J'ai suivi quand même la scène. Je suis resté à moitié, moi je ne pouvais rien faire. Il va, il vient, il tue, il repart. Et c'était comme dans un rêve. Bon. On est resté là jusqu'à un moment donné. Ils ont jeté des gaz. Et on croyait que c'était des grenades. Et depuis lors, il se remet difficilement, confondant tout bruit à un coup de fusil. Plusieurs fois, j'ai failli me faire piétiner par des gros véhicules. Je suis arrivé au feu. Il y a les motos qui passent et qui font du bruit comme l'arme. Et quand j'ai attendu les coups, je me suis rappelé des coups de fusil. J'ai quitté dans la voiture, me couché à terre, en plein feu. J'ai fait ça plus de 3 fois. Même chez moi à la maison, quand la porte se ferme brusquement, et vraiment, ce n'est pas beau à voir. Aujourd'hui, pas question pour ce rescapé d'emprunter l'avenue Kwame Nkrumah. Pour lui, les terroristes y sont toujours. Depuis ce jour, je ne suis plus allé là-bas. Quand j'approche vers Kwame Nkrumah, de loin, ça me donne des battements de cœur et j'essaie de retourner. Pour moi, ils sont toujours là-bas et nous attendent. Et jusqu'à présent, je ne peux même plus m'asseoir dans un restaurant. Ils ont survécu à l'attentat, mais aujourd'hui encore, ces survivants cherchent leurs repères, car ils ont tout perdu. Des parents, des collaborateurs de service, mais aussi leurs outils de travail. Il y a mon véhicule qui était là-bas, que je venais à peine de prendre, avec la liquidité que je devais même faire des travaux, plus mes téléphones et puis mes outils de travaux. Difficile pour les survivants de se remettre, mais ils disent avoir l'énergie nécessaire pour lutter jusqu'à leur dernier souffle contre le terrorisme. Paul Gelwengo et ses 6 amis canadiens ont été fauchés par les balles terroristes le 15 janvier 2016 au Cappuccino sur Kwame Nkrumah. L'association REL-Luende pour le développement de Raongo leur a rendu hommage. Une cérémonie marquée par une messe pour le repos des âmes des défunts et la fixation d'une plaque mémoriale en souvenir de leur contribution au développement socio-économique de leur village. Konsoun Koulibaly, Mariam Dao et Tanga Kafando. Cette plaque porte le souvenir de Paul Gelwengo et ses 6 amis canadiens, tous morts lors de l'attaque terroriste du 15 janvier à Splendid Hotel à Ouagadougou. À l'occasion de ce triste anniversaire, le village de Rango célèbre ici une messe pour le repos de leurs âmes. Nous pensons que c'est tout à fait légitime de rendre hommage à nos parents qui sont décédés lors de cet attentat. Ils ne sont pas seulement à Burkina, mais aussi les étrangers. Et je pense que l'homme étant spirituel par définition, nous ne pouvons qu'être en contact avec nos bien-aimés qui sont partis nous laisser. Vraiment, c'était triste. J'ai versé des larmes et je n'ai pas pu supporter.
surtout avec le nommé Yves, parce qu'il a péri dans l'attaque, lui, sa femme et tous ses 2 enfants. Vraiment, c'était une triste nouvelle pour nous et ça a été vraiment une journée, je peux dire, noire pour moi. Donc, ça n'a pas été facile. L'homme à qui Rango rend hommage aujourd'hui a, grâce à ses amitiés, contribué à la réalisation de certaines infrastructures socio-économiques au profit de tous les villages. Ils ont donné un moulin à nos femmes, réalisé un forage pour le village, réhabilité l'école et également construit des latrines pour nos élèves. Des projets que Paul Guelbego et ses partenaires canadiens n'ont pu achever à cause de cette attaque terroriste du 15 janvier. La plus belle avenue de Ouagadougou se remet difficilement de cette attaque qui l'a complètement paralysée. Une année après la reprise, la reprise est encore timide. Les restaurants et débits de boissons ne drainent plus de monde comme avant, mais il faut bien vaincre la peur et les Ouagalais n'hésitent plus à y faire un tour le week-end. Voici l'ambiance qui règne sur la plus belle artère de la capitale burkinabé avec Nongba Kouda et Aruna Mari. Telle une belle dame parée de ses plus beaux atouts pour séduire sa moitié, tous les week-ends, l'avenue Kwame Nkrumah brille de 1000 feux pour attirer ses clients. Il est environ 22 heures. Nous sommes sur la plus belle avenue de Ouagadougou dans le quartier d'affaires. Au Taxi Brousse, les premiers clients sont déjà installés et les décibels montent. Après l'attaque, les gens ont peur certainement de sortir. Il n'y a pas assez d'étrangers. Voilà, les choses ne vont pas comme avant. Bon, avant, on faisait les recettes de 900, 1 million, mais présentement, c'est 200, 300, donc ça trouve que ça ne va pas. Désiré Wemba est taximan. Depuis plus de 5 ans, il fréquente l'avenue Kwame Nkrumah. Ce samedi 14 janvier, son outil de travail, toujours stationné en face du splendide hôtel, cherche désespérément clients. Présentement, bon, il n'y a pas beaucoup de clients qui viennent sur Kwame Nkrumah. Mais avant, il y avait des étrangers qui viennent. Bon, nous, on gagnait au moins un peu, quoi. Par jour, je pouvais gagner au moins 20 000, 25 000. Mais présentement, là, souvent 5 000, souvent 10 000 comme ça. Pourtant, ce ne sont pas les enseignes, les adresses et les forces de sécurité qui font défaut sur la plus belle artère de la capitale burkinabé. En dépit de la psychose de l'attaque du 15 janvier 2016, des citoyens bravent la peur pour donner espoir à ces hommes et femmes dont la vie dépend de cette avenue. Nous, on a le courage de venir parce qu'on s'est dit que après l'attentat, il faut continuer à vivre. Abandonner Kwame Nkrumah, c'est donner raison aux terroristes. Donc nous, on vient toujours quand on a le temps. Un an après l'attaque terroriste de l'hôtel Splendide et du restaurant Café Cappuccino, la vie reprend peu à peu son cours normal sur l'avenue Kwame Nkrumah, après ce carnage qui a fait une trentaine de victimes. Mais ce n'est plus la grande affluence ni le grand engouement d'avant. Nous ont confié des personnes interrogées sur place. Et toujours un an après, le restaurant Café Cappuccino, qui a promis de renaître de ses cendres, reste toujours en chantier. L'attaque terroriste du 15 janvier 2016 a durement marqué l'histoire du café Cappuccino, du maquis Taxi Brousse et de l'hôtel Splendide. Cependant, un an après, l'hôtel Splendide fonctionne normalement et les premiers responsables estiment que les affaires ont repris. Les activités ont également repris au maquis Taxi Brousse, même si les clients se font toujours attendre. Quant au café-restaurant Cappuccino, il est toujours en réfection. Nous suivons tout cela avec Konsoun Koulibaly et Mounira Keri. Les stigmates de l'attaque ne sont plus visibles à Splendide Hotel, mais c'est avec amertume que les premiers responsables évoquent le sujet. Un an après l'attentat, l'hôtel renaît de ses cendres. La vie semble avoir repris son cours normal. C'est quelque chose en son temps qui nous a dégradés. Mais avec l'aide de Dieu et l'appui de nos responsables, on a pu quand même remonter la surface. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater sur la place, c'est l'avancée que nous avons pu faire. En améliorant notre sécurité autour de l'hôtel, à l'intérieur de l'hôtel, ça a mis un peu en confiance nos visiteurs. Un bâtiment qui est complètement en chantier
Et le deuxième bâtiment qui est là, notre produit qu'on peut mettre à disposition ne fait pas la part de tout parce qu'on ne peut pas satisfaire tous nos clients avec le minimum de chambres que nous mettons. Au maquis Taxi Brousse, par contre, les impacts des balles sont toujours perceptibles. Cependant, le maquis est fonctionnel même si l'affluence n'est plus au rendez-vous. Un an après, on essaye toujours quand même de reconstituer le bar avec du nouveau matériel. C'est pas facile. Elle n'a pas retrouvé sa clientèle parce que les gens ont peur de venir sur Kwame Nkrumah. Et c'est vraiment triste. Kwame Nkrumah ne devrait pas être la rusée des djihadistes parce qu'il n'est pas revenu sur Kwame Nkrumah. C'est aussi leur donner raison, leur dire qu'ils ont eu raison parce que la rue est déserte. Dire à nos clients qu'on espère qu'il n'y aura plus jamais rien de pareil à Ouaga. 6 splendides hôtels et le maquis Taxi Brousse ont repris de service. Tel n'est pas le cas au Café Cappuccino. Le café est actuellement en réfection. Difficile de donner une date pour sa rouverture. Le propriétaire étant absent, nous sommes reçus par un ex-agent qui estime le niveau des travaux à 50%. Vu le fait qu'il faut innover en tenant compte des paramètres sécuritaires pour que quand on va rouvrir, le client se sente plus en sécurité. Donc, compte tenu de tous ces paramètres, c'est difficile de respecter la date. Nous sommes en pleine réflexion et ça avance lentement mais sûrement. Pour les avancements du travaux, à peu près à 50%. L'attaque du 15 janvier 2016 restera à jamais un souvenir tragique pour les responsables du Café Cappuccino, du maquis Taxi Brousse et de Splendid Hotel. Une année après, le traumatisme n'a pas totalement disparu, mais tous sont tournés vers l'avenir et espèrent retrouver le cours normal de la vie. Et le docteur Arthur Kenneth Elliott, enlevé le 15 janvier 2016 par un groupe terroriste à Djibo, est un médecin que les Sahéliens qualifient de grand humanitaire pour sa contribution à l'amélioration de la situation socio-sanitaire des populations dans cette zone. Que devient finalement la clinique du docteur Elliott? La réponse avec Ama Faisal Sissé et Bernard Diasso. Il y a de cela un an, cette clinique médico-chirurgicale du docteur Elliott ne désemplissait pas. Fonctionnel depuis les années 70, voici son nouveau visage à ce jour, 15 janvier 2017, l'an 1 de l'enlèvement de son premier responsable, Dr Arthur Kenneth Elliott. Aujourd'hui, je crois, la clinique, il n'y a rien à faire. Bon, il n'y a pas de malades, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous sommes là, c'est tout juste pour surveiller les bâtiments. Grand humanitaire, Dr Elliott était le médecin des causes perdues. Son rapt a profondément choqué les populations de la province du Soum, qui souhaitent revoir l'occupant de ce bureau et revenir sain et sauf pour poursuivre son œuvre. Nous regrettons aujourd'hui amèrement son absence. Notre souhait est qu'il revienne plus tôt que possible. Que le gouvernement, bien sûr, ne peut pas le ramener de force, que les gens pensent que ce n'est pas normal, on ne peut pas le ramener de force, mais ce n'est pas des négociations avec peut-être les pays voisins qu'on peut seulement le ramener en toute inquiétude. C'est ce que nous demandons. Et c'est que toute la population veut d'ailleurs. Vraiment, je regarde de lui un homme humain, un qui aimait les patients, un qui aimait vraiment son travail. Et qui a eu, parce que j'ai appris aussi qu'au moment où il voulait s'installer à Djibo, il y a eu beaucoup de gens qui lui ont demandé d'aller ailleurs qu'à Djibo. Il a dit non, qu'il a visité cette région-là et ça lui plaît. Et il pense pouvoir aider les gens utilement. La clinique du docteur Elliott compte plus de 120 lits d'hospitalisation et près d'une quinzaine d'employés actuellement au chômage. Pour les revenus autres, c'est la famille Elliott depuis l'Australie qui, depuis l'enlèvement du docteur, c'est eux qui essaient de nous encourager par tous les moyens. Voilà. La famille Elliott, il y a ses enfants, il y a sa femme qui est libérée, c'est elle-même qui dirige tout actuellement. Donc, raison pour laquelle nous sommes là. Bon, mais sûrement, ce n'est pas pour uniquement l'argent. À ce triste anniversaire de l'enlèvement du docteur Elliott, ses employés émettent le vœu que Dieu attendrisse le cœur de ses ravisseurs afin que cet octogénaire qu'ils appellent affectueusement papa revienne à son domicile.
Sécurité et paix étaient au cœur du sommet de Bamako. La conférence du 27e sommet Afrique-France a été co-présidée par les présidents maliens et français. En marge du sommet, les chefs d'État de la CEDEAO se sont penchés sur la crise politique en Gambie en présence du président élu Adama Barrow. Nous suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux dans la capitale malienne, Adama Guiti et Ernest Kambiré. Centre international de Bamako. C'est ici, au bord des rives du Djoliba, que la trentaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de France, dont le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, se sont donné rendez-vous pour ce 27e sommet Afrique-France pour le partenariat, la paix et l'émergence. Au menu également des discussions co-présidées par Ibrahim Boubacar Keïta et François Hollande, président du Mali et de la France, les questions de sécurité, d'économie et de développement, ainsi que les réponses à y apporter. C'est pourquoi Ibrahim Boubacar Keïta, le président hôte du sommet, a relevé que dans la conjoncture actuelle, l'Afrique et la France n'auraient pas pu trouver un thème aussi pertinent que celui qui est proposé à la réflexion, à savoir partenariat, paix et émergence. Il nous est cependant urgent d'optimiser ces atouts à l'heure où des enjeux multiples et des défis communs nous imposent un partenariat constant. Partenariat certes tourné vers une réponse solidaire, mais aussi partenariat prenant en compte la reconstruction et le renforcement indispensable des capacités nationales de chaque État. Face à l'action asymétrique imposée aux armées et aux forces de défense et de sécurité par les terroristes, il convient, selon le chef de l'État malien, de ne pas perdre de vue le caractère transversal de la menace et sa dimension régionale, voire continentale, pour y apporter les réponses adéquates. La coopération et la mutualisation des capacités des États doivent être au cœur de la réponse de l'avis des différents intervenants à la tribune de la conférence. Les travaux dont l'essentiel se sont déroulés à huis clos ont permis à la trentaine de chefs d'État francophones, anglophones et lusophones d'Afrique et de France de souligner la nécessité de construire un espace commun de sécurité, de promotion humaine et surtout de développement. L'Afrique, la France, ensemble, nous portons le message d'une réduction des inégalités à l'échelle planétaire. L'Afrique, la France, ensemble, nous voulons marquer notre indépendance. Nous ne relevons pas d'une logique de puissance. Nous voulons servir la cause de l'humanité. L'Afrique, la France, nous sommes conscients que la jeunesse est une chance, mais nous devons répondre à ses aspirations et à ses exigences. Le rendez-vous de Bamako s'achève sans doute avec le mandat de François Hollande dans moins de 4 mois et les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ont saisi cette opportunité pour rendre hommage aux chefs de l'État français avec qui certains ont su tisser des liens forts ces 5 dernières années. En marge des travaux du sommet, les chefs d'État de la CEDEAO ont fait ensemble au cours d'un mini-sommet le point sur les négociations en cours sur la situation post-électorale en Gambie en présence du président élu Adama Barrow. La CEDEAO a dit qu'elle privilégie pour les 4 jours qui restent encore toujours la discussion, le dialogue pour que Yahya Jammeh entende raison et puisse partir dignement. Dans tous les cas, la deuxième option, c'est l'option de le faire partir de force. À l'heure où l'Afrique se redéfinit en mettant en avant la créativité de ses entrepreneurs, de ses femmes et de sa jeunesse, le sommet de Bamako a décidé de la nécessité de protéger davantage le continent, a souligné Idriss Déby Itno, le président en exercice de l'Union africaine. Et Bamako devrait être le point de départ de cette nouvelle vision des relations Afrique-France où les questions de développement et de création d'emplois devraient désormais occuper une place de choix. Le président du Faso fait le point de sa participation à ce 27e sommet Afrique-France à Bamako et évoque les options envisagées pour sécuriser le nord du Burkina Faso. Nous écoutons Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons constaté en tout cas tous les efforts qui ont été faits au nord Mali grâce également à la participation de la France et également d'autres pays européens pour stopper l'avancée djihadiste, même si il y a toujours quand même des situations qui sont constatées ça et là. Il en est de même pour nous en ce qui nous concerne la situation au nord de notre pays également, où nous avons ces derniers temps essuyé beaucoup d'attaques de djihadistes traversant nos frontières à partir du Mali
et qui repartent là-bas, évidemment, allègrement, puisque nous n'arrivons pas à leur mettre la main dessus. Et nous avons décidé, entre le Mali, le Niger et nous-mêmes, d'avoir une rencontre le 24 à Niamey pour essayer de trouver les solutions pour que nous puissions assurer des patrouilles mixtes de sécurisation de nos frontières. Et dans ce sens, durant ce sommet, ça a été l'occasion pour nous d'en discuter avec le président François Hollande et son ministre de la Défense pour voir dans quelle mesure les options que nous aurons prises dans ce sens-là pourront être appuyées pour nous permettre effectivement de pouvoir assumer correctement la mission avec les hommes que nous avons sur le terrain. Les propos du président du Faso ont été recueillis pour nous par Adama Guiti et Ernest Kambiré. L'alliance des partis politiques de la majorité présidentielle renouvelle sa solidarité militante avec le parti au pouvoir. Les membres de l'APMP étaient hier samedi face au président par intérim du MPP. Ils ont présenté à Salif Diallo le bilan des activités de l'Alliance durant l'année écoulée et leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. Yacouba Gamene Fanta Kando avec la complicité de Oumou Sissé. Les membres de l'APMP, l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle, dressent ici le bilan de leurs activités de 2016. À cette rencontre qui se veut aussi celle de la présentation de vœux au président par intérim du MPP, les 27 partis ont relevé des manquements dans la collaboration avec le parti au pouvoir. Il s'agit de la non-adoption de textes qui régissent le fonctionnement de l'APMP et de l'insuffisance de rencontres. Le travail a été difficile compte tenu du contexte et puis compte tenu du fait aussi que, en raison des éléments de la situation nationale, eh bien, nous avons été amenés, si on peut dire, à travailler plus par réaction que conformément à un programme préétabli. Donc c'était les grandes difficultés et il s'agit donc d'en tirer les leçons et puis finalement donc de voir ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses en 2017. Pour sa part, Salifou Diallo a appelé les membres de l'APMP à œuvrer pour l'atteinte de leur objectif commun, à savoir la réalisation du programme présidentiel. L'exécution du programme du président Rochmark Christian Kaboré est l'élément fondateur de notre regroupement. Donc nous allons nous donner les moyens pour que ce programme soit mis en œuvre de façon accélérée. Toujours selon Salifou Diallo, une rencontre est prévue avec ces partis de la mouvance présidentielle dans les semaines à venir. Une rencontre pour décider des actions de la PMP en 2017. Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2017, c'est parti depuis hier à Libreville. Les étalons du Burkina Faso et les lions indomptables du Cameroun se sont séparés dos à dos lors de la première journée dans le groupe A. Sur le score d'un but partout, on suit le résumé du match avec Alpha Ouattara. Un nul bon à prendre. Pour sa première sortie en Coupe d'Afrique Total Gabon 2017, les étalons ont eu chaud, mais s'en tirent au finish avec un nul face aux lions indomptables du Cameroun. Après un début tonitruant, le Burkina s'est fait cueillir à la 34e minute de jeu. D'un superbe coup de pied arrêté, Moukendjo ouvre le score. Les étalons passent à côté de la correctionnelle dans les arrêts de jeu. Hervé Kofi Kwaku s'érige en sauveur. Le Cameroun va à la pause avec l'avantage au score d'un but à 0. La deuxième période est hachée. L'entrée de Banu Diawara apporte beaucoup dans la fixation. À la 74e minute, Banu Diawara oblige le portier camerounais à repousser le ballon. Et but, l'égalisation, la voilà. L'égalisation, la voilà. Une tête de Bakary Koné, puis une autre de Issoufou Dayo, et les étalons égalisent. Avec Dayo qui va réveiller les supporters du Burkina Faso, on le disait, on le pressentait. On a eu chaud. Rien n'est encore joué dans ce groupe A. Et toujours dans le groupe A, en match d'ouverture, le Gabon n'a fait mieux qu'un but partout face à la Guinée-Bissau. On reste donc avec Alpha Ouattara pour le résumé de la rencontre. Une entente possible pour le pays organisateur. C'est ainsi que l'on peut qualifier le match d'ouverture de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations. Opposé aux Ikaons de la Guinée-Bissau,
Les Panthères n'ont pu faire mieux que nul. Tout se joue en seconde période avec l'ouverture du score du capitaine Aubameyang sur un centre de Bouanga. Et le voilà le but de Pierre-Emerick Aubameyang. C'était un centre-tir de la part du Tourangeau. Et Aubameyang qui ouvre son compteur but et qui délivre le Gabon et le stade de Libreville pour ce match d'ouverture, on le disait. Dans cette deuxième période qui venait de débuter, ils étaient mieux les Gabonais. Nous jouons 50 minutes. Le Gabon tient le bon bout jusqu'à l'ultime minute du temps réglementaire. Joari Suarez s'arrache et égalise. Ballon de Zezinho, la tête et l'égalisation, la voilà. L'égalisation de la Guinée-Bissau juste avant le temps additionnel. Un but partout, c'est le score final. Pour la deuxième journée, les Panthères du Gabon seront face aux étalons du Burkina Faso. Une rencontre explosive en perspective. Et aujourd'hui, dans le groupe B, l'Algérie sera opposée au Zimbabwe à 16h et à 19h. C'est le Sénégal qui jouera contre la Tunisie. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.